Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la quatrième étape du Tour de la Communauté de Valence. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé du côté des coureurs au top, flop, un changement du côté du classement général et pourtant on s'y attendait pas tant que ça en début de journée. On va revenir un petit peu sur les coups top, flop comme d'habitude. Les classements je ne sais pas parce que pour l'instant il est 19h et ils ne sont toujours pas à jour du côté de Pro Cycling Stats, donc on verra pour les classements. Ça va être un petit peu la ritournelle du côté de cette semaine. La difficulté à avoir les classements, j'ai l'impression d'être sur le Tour d'Italie, dis donc. Pour avoir autant de temps comme ça, pour avoir les classements, le classement d'une épreuve, c'est en 2025, ça reste compliqué le cyclisme, surtout cette semaine. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également rajouter la petite cloche. Plus vous cliquez rapidement sur une vidéo, sur une miniature, plus les vidéos sont mises en avant par YouTube. Donc ça permet de me soutenir également. Je remercie les gens qui font les super thanks, qui cliquent rapidement également sur les miniatures, sur les notifications. Pour tout vous dire, alors là aujourd'hui je ne repassais pas, mais je faisais un petit truc à côté. En fait, j'ai pris du plaisir à regarder l'étape, et ce qui fait que j'ai pas forcément pris de notes pour faire le résumé. J'ai pris beaucoup de plaisir en fait à regarder cette étape et j'en ai presque oublié de prendre des notes. Pourtant, en début de journée, quand je regardais l'étoile de Bessèges, mais bon, vous savez que l'étoile de Bessèges aujourd'hui, c'était pas la joie. Donc je regardais un petit peu le live stat de Pro Cycling, donc les informations un petit peu sur l'étape du jour, et je voyais une échappée, 6 minutes 30 d'avant. Je me disais, je suis déçu parce qu'il y avait les secondes de bonification à la moitié de la journée. Je me disais, on aurait peut-être pu tenter quelque chose. Donc j'en étais presque déçu. Et puis c'était sans compter sur elle, Pablo Castrillo. Puis c'était sans compter sur la fin, sur Santiago Buitrago également et la UAE qui s'est fait Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder la dernière heure et quart de course qui était diffusée à la télévision. Parce que vraiment c'était du beau spectacle, surtout en comparaison de ce qu'on a vu sur l'étoile de Bessèges, où là le spectacle, c'est sûr que Kevin Vauquelin il devait avoir une cote à aller 1,02 contre 1 peut-être, mais ça devait pas être beaucoup plus élevé que ça. Mais bon, c'est le cyclisme, hein. On a parfois des courses où on prend beaucoup de plaisir. C'est vrai que moi j'avais un peu peur de ce parcours du Tour de la Communauté de Valence, pour tout vous dire. Avant le départ, je me disais, le dernier week-end, est-ce qu'on va pas s'ennuyer s'il y a déjà eu des gros écarts auparavant? Et puis, le fait que la Lidl ait remporté le contre-la-montre par équipe, ça a un peu changé la donne. Le fait que Vachek arrive à garder le maillot aussi le deuxième jour, ça a un peu changé la donne. Et on a eu en fait une course très très animée jusqu'à ce soir, et on verra peut-être demain, ça semble plus compliqué au Tour de Valence, mais on a eu quand même une course très très animée pendant toute la semaine, alors que j'avais un peu peur au tout départ, pour tout vous dire, qu'on s'ennuie un petit peu sur cette semaine de compétition, et ça n'a absolument pas été le cas. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! On poursuit du côté de cette étape et donc les coureurs au top. Bien entendu, Buitrago. Comme je vous le disais, je m'attendais en fait à ce qu'il y ait beaucoup d'animations en milieu d'étape avec les secondes de bonification qui pouvaient servir un petit peu pour animer le début de journée. Je me disais, avec la Bahrain Victorious, grosse densité dans cette formation. Pello Bilbao, on a également Lenny Martinez. Je me disais, on a peut-être de quoi faire pour animer l'étape et pour tenter d'aller chercher l'écart qu'il y avait face à Joan Almeida. Et puis, bon, ça a été calme au sprint bonification. Il y avait une échappée devant avec 3 coureurs. Je me suis dit, c'est dommage. C'est dommage de la laisser partir, cette échappée. C'est dommage parce que il n'y aura peut-être pas grand-chose à se mettre sous la dent derrière. Et puis après, l'étape se déroule. On a la grosse échappée de Castrillo qui va mettre beaucoup de temps avant de se faire reprendre, ce qui a un peu fatigué des équipiers. Et je pense que Buitrago peut presque remercier Castrillo dans l'affaire, parce que ça a fatigué notamment des équipiers de la Lidl, mais aussi des équipiers de la UAE et même des coureurs de la Jayco qui ont roulé dans l'affaire. Et puis à la fin, on se retrouve à voir ce final
ce final et à avoir cette accélération de Buitrago à 400 mètres. Et quand je le vois partir, je me dis pas, tiens, ça va aller au bout. Je me dis, c'est un peu tôt pour lancer un sprint. Je me suis dit vraiment ça. Je me suis dit, putain, il part tôt quand même pour un sprint. Et en fait, je vois tout de suite qu'il fait l'écart. Bah, je me suis pas dit, tiens, il va faire la différence. Ouais, non, je me suis dit, putain, c'est tôt pour un sprint quand même. J'ai pas eu le compas dans l'œil aujourd'hui. Hein. Et Buitrago, bah, il fait la différence. Il a réussi à attaquer pile au bon moment. Et il arrive surtout à battre Almeida sur une arrivée comme ça. Mais c'est beau pour Buitrago qui a remporté quand même 2 étapes sur les 5 journées de course. Et ça aurait été frustrant de ne pas gagner cette épreuve parce que Bahreïn avait perdu un petit peu de temps sur le contre-la-montre par rapport à la UAE. Et Buitrago, bon, il confirme que c'est un bon coureur. C'est un bon coureur de course par étape et surtout sur ces épreuves-là punchy. Pour moi, c'est un coureur qui peut gagner une Vuelta aujourd'hui, Buitrago. Plus qu'un Tour de France et qu'un Giro. Parce qu'il a les qualités pour être explosif, pour être efficace sur une Vuelta. Pour moi, c'est vraiment sur ce registre-là où je trouve qu'il est très fort. On l'avait vu sur Paris-Nice l'an dernier, mais pas seulement. On voit que dès qu'on est sur des bosses pas forcément très longues, Coco, il arrive à faire la différence. Alors c'est dommage, il sera sur le Tour de France. Moi j'aurais aimé le voir sur la Vuelta. Alors, peut-être qu'il fera le Tour de France Vuelta, hein. C'est encore peut-être un peu trop tôt pour le dire. Pour Buitrago, mais c'est vrai que pour moi c'est un coureur qui peut être excellent sur un Vuelta et aujourd'hui je pense qu'il a toutes les armes pour être efficace. Je pense que c'est un coureur qui est arrivé à en voir le tour un peu jeune. Il est arrivé à 20 ans, 21 ans. Je me souviens moi de l'avoir vu au championnat du monde à l'époque Espoir. Je me souviens c'était en Belgique sur le contre-la-montre et je m'étais dit ouais, ce coureur-là, je ne sais pas si ça donnera quelque chose d'impressionnant. Je ne sais pas si ça sera un coureur vraiment marquant tu vois, dans le cyclisme. Quand je regarde les championnats du monde junior, c'est toujours la question que je me pose quand je vois les jeunes et quand je vois les résultats. Et il a su exprimer son talent, mais plus tard. Et on est sur un coureur qui, depuis 2 ans, est vraiment très bon. Et moi, 2024, c'est vrai que j'ai bien aimé sa fin de Tour de France, mais en fait, même en 2022, tu vois, le coureur est en progression. Et là, maintenant, il est super efficace. Et là, c'est vrai que sur cette étape-là, il a été bon hein, aujourd'hui. Hein, parce que c'était une arrivée, certes, en légère bosse, mais personne ne peut suivre ça où. C'est vrai, quand je me suis dit, ah, il y a encore Milan, à 15 bandes de l'arrivée, je me suis dit, man, c'est mort parce qu'il y a Milan. Et puis, Buitrago, il a su avoir le petit truc en plus aujourd'hui que Milan n'a pas eu sur le punch il a réussi à faire la différence mais bon chapeau Santiago Buitrago et puis surtout depuis le début de saison aucun résultat en dehors du top 10. Son plus mauvais résultat pour le moment en termes de place à Buitrago c'est la 7e place sur le contre-la-montre par équipe. Donc, du côté des courses individuelles, eh bien, il a fait 4, 1, 2 et 1. Quand même pas mal que des top 5 sur des courses individuelles après 5 jours de course. En 4 jours que des top 5. Pas mal quand même, Santiago Buitrago. Bon début de saison pour le Colombien, qui est motivé, qui est en forme. Deuxième coureur top, Castrillo. Je commence à l'aimer de plus en plus ce coureur-là depuis la Vuelta, mais c'est vrai que c'est un coureur qui régale quoi. Et avec ce côté hyper offensif, là quand il part, je me dis mais dans quoi il s'embarque? Et en fait tu vois qu'il arrive à tenir. Et pourtant je me dis à 30 bornes de l'arrivée, je vois déjà la tête partir dans tous les sens, les épaules aussi. Je me dis ouh là là, il est déjà en train de piocher. En plus, il y avait un petit faux plat montant là qui se finissait. Je me suis dit, oh là 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 là. Ça va être compliqué pour lui la fin de journée. Elle va être très dure. Mais il l'a tenu encore super longtemps après. Il a été super efficace malgré les épaules qui partaient dans tous les sens, la tête qui partait également dans tous les sens. Il a été super efficace sur la fin encore. Castrillo, alors après derrière, une fois qu'il a repris par le peloton, il a complètement explosé.
mais super offensif. Et on voit quand même que cette équipe Movistar, sur cette épreuve, a été très intéressante à suivre. Parce que ça, j'en avais pas parlé hier, j'ai oublié d'en parler. Mais c'est une équipe qui était chiante à voir, la Movistar, avant. C'est-à-dire que c'était une équipe qui faisait un peu comme la Sky, c'est-à-dire le rouleau compresseur, sauf qu'elle n'avait pas vraiment le coureur pour le faire, et qui n'était pas une équipe offensive. Et puis c'est vrai qu'Henrik Mas, c'est pas le coureur le plus offensif de l'histoire. Donc c'est vrai que quand on voyait cette équipe-là, on se faisait un peu chier. Déjà l'an dernier, il y a eu Lascano. Il y a eu aussi un petit peu Garcia Cortina sur les classiques flandriennes. Déjà, c'était un peu mieux. C'est vrai qu'il y avait eu Jorgensen aussi. Et là, le début de saison, vraiment, j'aime bien la manière de courir de la Movistar. Je le dis, Cepeda, Castrillo, Romeo hier, je prends du plaisir à les voir courir. Et pourtant, c'est pas une équipe que j'avais forcément dans mon cœur. Parce qu'encore une fois, je trouvais que je me faisais chier en les voyant courir. Depuis des années, hein, ça datait pas d'il y a 2 ans. Hein. Ça datait même de l'époque Valverde, même d'avant. Je me disais, putain, ils courent toujours de la même manière. Et en plus, ils n'ont pas les coureurs pour courir de cette manière-là. Enfin, ils n'ont pas le leader pour courir de cette manière-là. Et là, les trois, pour le moment, font un bon début de saison. Donc, non, c'est... Et puis, vraiment, une autre manière de courir. On sent il y a une autre motivation dans cette équipe. Et ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir. Alors, je ne sais pas si ça va se poursuivre plus tard dans l'année, mais au moins, c'est une équipe offensive qui prend des risques. Et moi, j'ai bien aimé ce que j'ai vu avec Castrillo. J'ai moins aimé, par contre, Roméo. Hein. Le coup d'épaule à 1,5 km de l'arrivée, un truc comme ça. Pour moi, c'est carton jaune, ça. Le coup d'épaule qui a mis un coureur en dehors de la route, pour moi, c'est carton jaune. Parce qu'il n'y a pas plus dans le règlement, sinon c'est disqualification. Ça me semble un peu fort pour une disqualification, mais ouais, mettre un coureur en dehors de la route, ouais, un bon carton jaune quand même, du côté de Roméo. Mais l'étape d'hier était très intéressante pour le coureur espagnol, et Castrillo, je l'ai trouvé très bon aujourd'hui. Donc j'espère que Movistar va continuer à courir de cette manière-là. C'est un coureur au top d'encouragement, voilà, du côté de la Movistar. Troisième coureur top, Milan. Toujours aussi impressionnant Milan sur ce type d'arrivée. Hein. Là, il est battu par Buitrago, mais Buitrago a été costaud. Et puis, je pense que Söderqvist en fait, l'a un peu mis dans le rouge. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où il fallait baisser de rythme. Söderqvist, il a été impressionnant du côté de la Lidl Trek dans le final. Il a que 21 ans, lui. Il est encore dans la Lidl Trek future, même si je pense qu'on va le voir pas mal du côté de la Lidl Trek classique. Je pense que c'est un coureur qu'on va beaucoup voir dans l'équipe 1. Mais c'est un coureur qui est très intéressant, Söderqvist, je trouve. Du côté... il a mis un peu dans le rouge son équipier, quoi. C'est vrai que Milan s'est retrouvé un petit peu dans le rouge. Ce qui fait au bout d'un moment, il a fallu respirer un petit peu du côté de Jonathan Milan. Après, il est aussi en début de saison. Donc peut-être que il y a eu la remise en route est peut-être un peu plus compliquée que l'an dernier du côté de Jonathan Milan. Et puis les étapes sont plus dures que l'an dernier aussi sur ce Tour de la Communauté de Valence, il faut bien le dire. Mais moi je suis toujours impressionné comment cette grande carcasse arrive à passer les bosses. Parce qu'aujourd'hui il y avait quand même 3500 mètres de dénivelé positif. 3600 mètres même quasiment de dénivelé positif. Jonathan Milan, il fait 1,93, 84 kg. Donc on est sur un beau bébé, quoi. Il est plus lourd que Ghana. Et il arrive quand même à super bien passer les bosses, quoi. Mais moi, la première fois que j'ai remarqué vraiment Milan, où il m'a impressionné, c'est la Crow Race. Il y avait une étape sur la Crow Race en 2022 où c'était en haut d'une bosse, en plus un peu gravel. Donc c'était très compliqué. Il avait emmené jusqu'à 600-700 mètres de l'arrivée, à un gros tempo. Et là, je m'étais dit, ouh là 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 là, c'est quoi ce coureur? C'est quoi ce coureur? Vraiment, je m'étais dit, ouh là 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 là. Lui, il va être efficace pour l'avenir. Et à l'époque, il était très jeune, hein, parce qu'il est arrivé chez les pros en 2021, mais... voir le Tour en 2021... Mais lui, il est arrivé très jeune. Il est arrivé à 20 ans, 21 ans. Et je me disais, waouh, lui, c'est quand même quelque chose, quoi. Ce coureur, il va falloir le suivre parce qu'il avait été impressionnant
C'était le Primostein, je crois, hein. La bosse qui était dure. Et il avait réussi à vraiment être efficace. Je sais plus si c'était celle-là ou l'étape de la bine. Enfin, je sais plus c'était quelle journée où il avait été super bon et je m'étais dit oulala. Sacré coureur et puis sacrée capacité en boss quoi. Vraiment. Et là je m'étais dit lui, il va falloir le suivre. Bon, j'avais un petit peu raison. 2024 a été l'un des meilleurs sprinters avec Tim Merlier. Mais aujourd'hui, moi, ce qui m'impressionne, c'est pas forcément. Enfin, sur les sprints, il m'impressionne parce que moi, je me dis à chaque fois, le vélo, il doit être broyé en deux. Comme Lorena Dibes, hein, il y en a deux où je me dis, le vélo est broyé en deux. C'est comme à l'époque de Greppel. Mais sur cette capacité à être bon sur des bosses, et là aujourd'hui c'est quand même une longue journée. Certes, il y avait des montées longues étaient plutôt en première partie d'étape, mais quand même 3600 mètres de dénivelé positif des sprinters, c'est le seul dans le final. Hein. Il colle quand même 17 secondes à Martinez qui est un grimpeur. Et à Cepeda, il colle 35 secondes à Jacques Egg, 48 à Vlasov. Même Lutsenko a 1 minute. Voilà. C'est-à-dire qu'il a été extrêmement bon. Donc bravo Milan. Et j'espère qu'on va le revoir encore plus sur des bosses l'an prochain. Enfin en 2025, notamment sur un petit Tour de France. Lui, il serait extrêmement dangereux. Et puis je termine avec Riley Sheehan. Pas une mauvaise journée également pour Riley Sheehan. Le coureur vainqueur de Paris Tour déjà, c'était il y a 2 ans. Le stagiaire. Riley Sheehan qui a fait une belle étape aujourd'hui, 4e. Surtout qu'on ne peut pas dire que Israël soit vraiment à la fête en ce moment. Donc, parce que Vernon, par exemple, a fini très loin, puisqu'au final, je pense qu'on avait plutôt joué pour Vermon. Et Vermon finit 83e. Donc, il n'a pas du tout tenu aujourd'hui à Vermon, ce qui est un peu une déception, Vermon, par rapport à... Enfin, pour moi, c'est une déception ce coureur, parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il fasse... plus de résultats en quittant la Quick Step et au final il a du mal à être avec beaucoup de bons résultats. C'est vrai que l'an dernier chez Israël, bon, il avait été vraiment bon qu'en tout début de saison et au Great Tour of Ghanzi, mais on peut pas dire que ce soit la meilleure course de la saison, les Great Tour of Ghanzi. Je trouve que c'est un coureur qui est trop discret. Je m'attendais à beaucoup mieux. Et pour l'instant, il n'a pas réussi à passer de Quick-Step à Israël, je trouve, en termes de résultats. Chez Quick-Step, il était vraiment très fort, très costaud. Moi, j'avais trouvé même que c'était une grosse perte pour Quick-Step à l'époque, mais c'était au moment de la fusion, du projet de fusion avec Ineos. Enfin, avec la Visma, pardon. Ce qui avait un peu changé la donne, je pense, du côté de cette formation. Mais ouais, moi j'ai trouvé vraiment intéressant. Très très intéressant même. Riley Sheehan aujourd'hui et Vermon trop discret. Voilà. Si on devait utiliser du mauvais français pour parler de ces deux coureurs. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Pour finir, 2 bonnets d'âne aujourd'hui. La UAE. La UAE parce que ils n'avaient pas besoin de rouler aussi fort derrière Castrillo. En fait, sur la fin de journée. C'est-à-dire, autant ils avaient, quand il prend 2 minutes, oui, ils ont besoin de rouler derrière Castrillo parce que il est dangereux pour le général. À ce moment-là, il est en tête du classement. Par contre, quand il est à 30 secondes, même à 40 secondes, ils peuvent le laisser mourir. Il n'y a pas besoin de rouler aussi fort à ce moment-là. Et c'est là où ils perdent la course. Parce que c'est là où ils ont perdu des équipiers du côté de la UAE. Almeida s'est retrouvé seul. On savait très bien qu'Almeida, dans un final comme ça allait être difficile. Dans un final en léger faux plat montant. Mais surtout, je pense qu'ils ont énormément durci pour Milan et pour les quelques sprinters qui restaient dans ce groupe-là ou les quelques mecs qui avaient une pointe de vitesse et qui auraient pu battre possiblement Buitrago. UAE a rendu la course dure, et en fait, plus ils ont rendu la course dure, plus ça a favorisé pour moi Buitrago. Je trouve que ça a été une erreur de rouler aussi fort. Une fois que Castrillo était à 25-30 secondes, tu pouvais ralentir le rythme.
et soit le laisser gagner, parce que comme ça au niveau des bonifications c'était plutôt pas une mauvaise idée, soit comment dire, le laisser mourir, et ça aurait peut-être gêné en plus la Bahreïn. Sauf qu'ils ont roulé super fort derrière pour essayer de le reprendre le plus vite possible, et en plus pas de chance pour eux, Castrillo a fait preuve d'une grande résistance, et ils se sont un peu cassés les dents sur Castrillo. C'est pour ça que je disais, Buitrago peut féliciter Castrillo, parce que quand même, il y a une raison pour la victoire de Buitrago, mais je pense qu'ils ont fait une erreur à ce moment-là. Après, je me disais ça à 25 bornes de l'arrivée, quand je voyais la situation, et donc Castrillo était en train vraiment de buter. Je me suis dit, ah putain, ça me fait chier vraiment si la UAE gagne le classement général, parce que comme je trouve qu'ils ont quand même mal couru sur toute la semaine, je me disais, ah, ça ferait mal aux adversaires en se disant, bah, même quand ils courent mal, ils arrivent quand même à remporter une course. Je m'étais dit, ouais, ça ferait pas du bien aux adversaires, et puis moi, ça m'aurait fait chier un petit peu, parce que j'aime bien quand le travail est bien fait. Voilà. Et là, voilà, je restais un petit peu sur ma faim. Du côté de la UAE, je trouvais que stratégiquement, sur les 2 dernières étapes, c'était pas bien du tout. Donc pour moi, j'ai envie de dire, cette contre-performance, il y a quand même quelque chose de positif derrière. Ça permet déjà à Buitrago de s'imposer potentiellement demain au général. Il faudra encore passer l'étape de demain. Mais surtout à l'UAE de ne pas gagner cette course qui n'arrive pas si souvent que ça. Et de remettre en question quand même le fait, de remettre la question sur la table, le fait que quand il n'y a pas Pogacar, on a l'impression quand même que tout le monde joue à qui sera le qualif à la place du qualif, qui sera le numéro 2. Et je trouve qu'on n'a pas suffisamment travaillé autour d'Almeida, alors que pour moi ça aurait dû être le leader de l'équipe cette semaine, à part s'il était en méforme, mais dans ce cas-là c'était mieux que Nulti. Et je trouve que tout le monde a couru un petit peu pour sa pomme. Et à la fin, s'ils avaient couru de manière plus collective il y a 2 jours, ou même hier, eh bien peut-être qu'aujourd'hui, Buitrago, il aurait eu ce matin 25-30 secondes de retard, et qu'aujourd'hui, Buitrago, même s'il gagnait pas le général face à Almeida. Pour ça, il aurait fallu courir de manière beaucoup plus collective, ce qui a été le problème de cette formation. Et puis je termine avec un dernier coureur, c'est Caicedo. C'est vrai que je l'avais mis parmi mes coureurs à suivre, Jonathan Caicedo, et aujourd'hui je m'attendais à beaucoup mieux de la part du coureur équatorien. Je me disais, oh bah là il y a quelque chose à faire du côté de Caicedo. Je me rappelais de ses qualités chez UF. Et non, ça n'a pas voulu le faire du côté de Caicedo. Et c'est vrai que je regardais ses résultats là en Espagne. Sur ce tout début de saison, c'est moyen. Et c'est là où on voit que c'est très compliqué en fait pour un concurrent qui est désormais en continental, de réussir à garder la motivation et de réussir surtout à garder le très haut niveau. Parce que c'est un coureur qui va courir quand même une partie de l'année sur des courses plus petites, sur des courses en Amérique du Sud ou même sur l'Istrian Spring Trophy, et sur des courses où la densité de coureurs au départ n'est pas celle d'une épreuve World Tour. Et je pense qu'au bout d'un moment, comme on n'a pas la confrontation directe, comme on arrive à gagner peut-être plus facilement, eh bien, on travaille peut-être un peu moins à l'entraînement, ou on perd un petit peu de ses qualités. C'est dommage du côté du coureur équatorien, parce que c'est vrai que je me disais aujourd'hui, 3800 mètres, ça peut être un coureur dangereux, et puis au final, il fait seulement 92e aujourd'hui, donc pas top, voilà, du côté de Jonathan Caicedo. Donc pour moi, déception, voilà, aujourd'hui. Bien entendu, j'aurais pu mettre Vlasov, mais je l'ai déjà mis il y a 2 jours. J'aurais pu mettre Lutsenko, mais je l'ai mis hier. J'aurais pu mettre Blackmore, mais je l'ai mis hier. Donc j'essaye, voilà, d'avoir un petit peu de variété sur mes différents flops sur la semaine. C'est vrai que j'aurais pu mettre Vader également, un petit peu discret sur cette semaine de compétition. Sosa, qui finit loin également aujourd'hui. Bon voilà, j'ai décidé de choisir Caicedo. Les classements qui sont enfin à jour. On commence par le classement de l'étape, donc Buitrago devant Milan, Söderqvist
Raele Sheehan et Timana Rensman dans le top 5. Je regarde les abandons aujourd'hui. Eh bien, Zoccarato, Roras, Lars Boven, encore Izaza du côté de la Euskaltel. Letao également a abandonné aujourd'hui du côté de la Car Rurale. Pas mal d'abandons chez Euskaltel Euskadi avec 3 coureurs dans cette formation quand même qui ont abandonné. Aujourd'hui, il y a des équipes qui sont déjà décimées sur cette semaine de compétition. Buitrago, donc pour le moment leader, avec 18 secondes d'avance sur Almeida. Bilbao 3e devant Rensman et McNulty. Aujourd'hui, Jenley 9e qui gagne 2 places devant Ben O'Connor. Et Lenny Martinez, c'est Castrillo qui en perd 4, mais encore une fois, il a fait un énorme travail aujourd'hui pour tenter de renverser le classement général. Du côté du classement du maillot de meilleur sprinter, enfin du classement par points, c'est Buitrago qui est en tête avec ses 2 victoires devant Bilbao, Almeida et Romeo. Le classement de la montagne, c'est Aguirre, le coureur de la Euskaltel qui est en tête devant Oriarte, Buitrago et Almeida. Le maillot blanc, c'est Romeo devant Rodriguez, Martinez, Castrillo, Piganzoli, mais on verra s'il n'y a quand même pas de pénalité pour le coureur espagnol suite à son coup de coude. Mais bon, il faudrait que les commissaires soient regardants du côté de l'UCI. Et puis la Bahrain Victorious, en tête du classement par équipe assez largement devant Ineos, Movistar, UAE et la Red Bull Bora Hansgrohe. On regarde l'étape de demain. Autour de Valence demain, et une étape très courte, seulement 104 km entre Alfafar et Valencia. Un circuit pour finir du côté de cette étape finale et de ce tour. Même pas un circuit, non, pardon. C'est pas un circuit, c'est un aller-retour. On part de la banlieue de Valencia, on va vers le sud pour remonter le long de la mer. Donc non, pardon, pour moi, c'est pas un circuit du côté de cette étape. Et donc seulement 104 km pour conclure cette 76e édition du Tour de la Communauté de Valence. Et ça sera l'arrivée, elle sera à 15h normalement sur ce Tour de la Communauté de Valence. Non, 16h55, pardon, l'arrivée. 16h55 pour cette arrivée du Tour de la Communauté de Valence. Donc ça sera demain à suivre, notamment sur HBO. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!